bienvenue à ce nouvel épisode 33 minutes bien investies. J'arrive plus à suivre le compte, je pense qu'on est à la 15e ou 16e webinaire depuis 2 ans déjà, donc c'est bien, on tient le rythme avec toujours des sujets différents et je l'espère qui vous intéressent. Comme d'habitude, vous avez la petite fenêtre de discussion pour poser vos questions pendant le webinaire. Le webinaire est enregistré, on vous fournira et le replay et le support à l'issue de la réunion cet après-midi. Je vais essayer d'oublier personne, c'est-à-dire que je n'ai pas, moi, le détail exact des gens qui participent à la visio. Donc, en général, on envoie le support à ceux qui se sont inscrits à la visio. Et vous pourrez le retrouver de toute façon demain dans la newsletter du mois qui vous sera envoyée demain. Donc, vous l'aurez par ce biais-là ou sur notre chaîne YouTube. Il est trouvable facilement. Alors, aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet un peu particulier. C'est les procédures confidentielles pour les entreprises en difficulté. On a la chance d'avoir avec nous Guillaume Martin, que je vais laisser se présenter après, et qui va animer ça cet après-midi. Voilà, je vous laisse la parole, Guillaume. Ok, parfait. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Oui, Donc, j'arrête mon partage. ah oui, c'est ça. Alors, donc, on y retourne. On fait ça. On fait ça. Partager. Et voilà. Donc, Guillaume Martin, je dirige un cabinet qui s'appelle Léon Conseil et j'exerce des missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur dans les tribunaux de commerce. Donc, on va aborder aujourd'hui le sujet de l'anticipation des tensions de trésorerie et puis évoquer les procédures amiables devant le tribunal de commerce. Amiables et confidentielles, hein, j'insiste sur la confidentialité, qui permettent de trouver des solutions par la négociation à des difficultés passagères. Alors, on remet un petit peu le contexte économique d'une crise qui dure. Donc, la trésorerie aujourd'hui est essentielle pour faire face aux pertes d'exploitation pour ceux qui ont dû subir des aléas pendant les périodes Covid. Et notamment alors dans le métier du bâtiment, ceux qui ont dû assumer des hausses de matériaux sur des contrats qui étaient déjà signés, hein, qui n'ont pas pu être répercutés. Pour pouvoir passer le cap, vous avez accumulé des dettes, que ce soit des reports Covid auprès des organismes sociaux ou des prêts complémentaires type prêt garanti d'État, hein, PGE, qu'il va falloir rembourser. Alors, dans un contexte de morosité hein, aujourd'hui, de crise de pouvoir d'achat, où on voit qu'effectivement, vos clients, en tout cas, tardent à signer des devis pour l'avenir. Et donc, on peut craindre un trou d'activité, peut-être en fin d'année. Pour utiliser au mieux ces procédures, la clé, c'est l'anticipation. Il ne faut pas attendre d'être en difficulté pour réagir. Donc, anticiper, c'est quoi? C'est avoir des repères dans son exploitation et à minimum connaître son point mort. Alors, le point mort annuel n'a pas de sens. Savoir tous les mois combien il faut faire pour pouvoir assumer ses charges afin de savoir si au mois le mois, on perd de l'argent ou pas pour pouvoir réagir suffisamment tôt avant que la trésorerie ne s'érode. Connaître son point mort, tenir des tableaux de bord, faire des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie, surtout de trésorerie qui permettent de déterminer si vous êtes en perte d'activité, s'il y a une impasse à venir, dans combien de temps, et de bien pouvoir anticiper cette impasse en mettant en place des moyens. Les outils, souvent on voit sur les petites entreprises qu'on fait face à des tensions de trésorerie alors même qu'on a de la facturation dehors. Donc le premier levier pour passer une impasse de trésorerie, c'est de faire entrer l'argent. Faire entrer l'argent, c'est ne serait-ce que relancer vos clients qui ne payent pas en temps et en heure. Et parfois, on est sur des montants relativement importants qui peuvent amener une cessation des paiements hein, alors que l'argent est là. Il faut juste s'en occuper. Alors, ça, j'ai une fenêtre qui me bloque. Si faire rentrer la trésorerie, ce n'est pas suffisant, il va falloir négocier ses dettes et décaler des paiements, et c'est ce qu'on fera dans le cadre des procédures confidentielles. La plupart des causes de difficultés dans les procédures amiables sont l'accident de parcours. Donc, on ne parle pas du dirigeant qui n'aurait jamais dû se mettre à son compte et quelque part n'a pas de solution pour son entreprise. On parle vraiment d'une entreprise normale qui a un historique normal où tout allait bien et à un moment, on a un accident de parcours qui soit interne ou externe qui la fragilise. Et ces dernières années, depuis quelques années, on a des accidents de parcours qui sont plutôt externes, généralisés par les crises qu'on traverse.
Les impayés sont une cause de défaillance. La conjoncture vient fragiliser l'ensemble, et c'est ce que vous connaissez, ce qu'on connaît tous aujourd'hui. La mutation économique vient changer aussi un modèle économique d'une entreprise. Et cette mutation, elle s'accélère avec la crise sanitaire. Et donc, il faut aussi réfléchir au modèle économique de son entreprise pour voir si elle est aujourd'hui toujours adaptée pour assumer les conséquences de la crise économique, à savoir les PGE complémentaires, l'ère post-Covid, et savoir si l'entreprise est bien adaptée à la situation de demain. Des problématiques de BFR, lorsqu'on a une activité qui repart assez brutalement, comme vous l'avez peut-être connu en 2021 après les confinements, on repart brutalement sur des trésoreries tendues, ce qui fait que si on ne demande pas d'acompte à ses clients, on a des problématiques pour acheter la matière qui sert à produire, à facturer et à encaisser. Donc on rencontre parfois des entreprises qui connaissent des tensions de trésorerie relativement importantes parce qu'elles se développent trop vite ou elles redémarrent trop rapidement. Tout ça pour éviter la notion de cessation des paiements. Donc, je vous fais une petite définition rapide. Donc, la cessation des paiements, c'est lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Clairement, lorsque votre trésorerie ne permet pas de faire face à vos dettes échues. Donc là, l'entreprise est en cessation des paiements. Le législateur a rajouté un paragraphe pour, en tout cas, tempérer cette première phrase qui est assez stricte. C'est si vous avez des réserves de crédit, donc réserve de crédit, des autorisations de découvert, la possibilité de mobiliser un billet de trésorerie, la possibilité de mobiliser le poste client via des lignes d'AI ou un facteur. Ces réserves de crédit viennent s'ajouter à l'actif disponible dans le calcul de la notion de cessation des paiements. Et concernant le passif exigible, si vos créanciers, donc fournisseurs ou l'État, vous donnent des délais de paiement, ce passif ne va pas être non plus comptabilisé dans la notion de cessation des paiements. Et c'est sur cette notion de passif exigible et moratorié qu'on va travailler dans le cadre des procédures amiables. Un rappel assez rapide de l'ensemble des procédures judiciaires. Donc, vous avez 3 procédures confidentielles qui sont le mandat ad hoc, la conciliation et le règlement amiable agricole, qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, pour le règlement amiable agricole. Et puis, les procédures collectives qui sont la sauvegarde, accélérée, redressement judiciaire, liquidation et le rétablissement professionnel pour les plus petits dossiers. Donc, nous, on va se focaliser sur la partie confidentielle et plus particulièrement celle qui concerne vos métiers, qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. Donc, un mandat ad hoc, c'est quoi? Un mandat ad hoc, c'est une procédure qui est ouverte sur une démarche volontaire de l'entreprise. Donc, on est bien sur un acte de gestion. L'entreprise sollicite du tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc. Jamais le tribunal de commerce ne vous imposera cette procédure. C'est bien un choix de gestion du dirigeant et seul le dirigeant peut le demander. La procédure est totalement confidentielle. Pour les difficultés de tout ordre. Alors souvent, on est sur des difficultés de trésorerie, mais un mandataire ad hoc peut aussi être désigné pour résoudre des problèmes internes à l'entreprise qui peuvent nuire à sa pérennité. Et la plupart du temps, c'est souvent des dissensions entre associés ou entre co-gérants, où le mandataire ad hoc doit trouver par la négociation une solution pérenne. En revanche, comme on est bien dans la notion d'anticipation, le mandat ad hoc n'est ouvert que aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements. Donc, on est dans une notion d'anticipation. On sait qu'on va aller vers une tension de trésorerie, donc vers une impasse. Et bien en amont, on fait une démarche pour faire en sorte de l'éviter. Et comme on est en anticipation, le mandat ad hoc n'est pas limité dans le temps, donc la procédure peut être ouverte et peut durer plusieurs mois, le temps de trouver des solutions. Donc le mandat ad hoc, le but de la procédure de mandat ad hoc, c'est d'éviter la notion de cessation des paiements. À côté de ça, on a la conciliation qui est presque pareille, avec quelques petites subtilités. Démarche volontaire, procédure confidentielle. On est sur la difficulté financière, mais la procédure de conciliation est ouverte aux entreprises qui seraient en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Donc, vous avez des impayés, retard URSSAF, TVA ou autres. Vous avez 45 jours pour solliciter l'ouverture d'une conciliation avant d'être contraint d'aller vers des procédures publiques. Comme on est moins en anticipation que le mandat ad hoc, le législateur a encadré sur des délais beaucoup plus courts la procédure de conciliation et donc il y a 5 mois pour trouver une solution.
Donc là où le mandat ad hoc avait pour but d'éviter la notion de cessation des paiements, conciliation, on va être plutôt dans une notion de sortir de l'état de cessation des paiements dans laquelle on serait depuis peu de temps. Alors, je vois pas s'il y a des questions, mais je pense pas. Hein. Enfin, faudrait me le dire, hein, parce que j'arrive pas. Ouais, j'hésiterai pas pour l'instant, on écoute religieusement. Même si c'est pas très réjouissant pour l'instant. Comment on met en place une procédure de conciliation? Il faut préalablement rencontrer un conciliateur, puisque le président du tribunal de commerce n'ouvrira pas la procédure s'il n'y a pas une convention de mission conclue entre l'entreprise et le conciliateur. Et c'est l'entreprise qui choisit son conciliateur, ce n'est pas le tribunal de commerce qui impose. Donc, comme on est dans une démarche volontaire de l'entreprise, l'entreprise a le choix de travailler avec qui elle souhaite. Le but de cette réunion préalable, elle est surtout pour le conciliateur de comprendre ce qui se passe. Donc, de comprendre quelle est l'histoire de l'entreprise, pourquoi elle est en difficulté, et surtout, parce que c'est ce qui va nous intéresser pour la suite des choses, c'est qu'est-ce qui est mis en place ou qu'est-ce qui va être mis en place dans l'entreprise pour trouver des solutions pour passer la difficulté. On est passé par une période pendant laquelle on perdait de l'argent, donc il faut réagir. Et nous, on a besoin de cette réaction en interne dans l'entreprise pour retrouver les clés de la rentabilité. Ce qui permet de bâtir une stratégie et puis de déterminer les créanciers qu'on va impliquer dans la procédure, puisqu'on est sur une procédure à la carte. Et donc, on peut très bien décider de négocier uniquement avec des banques, uniquement avec des organismes sociaux, fiscaux, ou parfois, dans les cas les plus compliqués, avec des fournisseurs. Et ce rendez-vous préalable permet aussi de s'assurer qu'on est dans la bonne procédure et que parfois, dans le cadre des procédures dites collectives, donc publiques, il y a des leviers qui seraient plus intéressants pour certaines entreprises. Donc, le but, c'est de s'assurer qu'on est vraiment dans la bonne procédure et que cette procédure ne va pas nuire, en tout cas, à l'entreprise. Donc, le chemin pour ouvrir une procédure. Alors là, je vais faire un tronc commun conciliation mandat ad hoc, puisque la démarche est exactement la même, il y a peu de subtilité entre les deux. Donc, rencontre avec le conciliateur mandataire ad hoc. L'entreprise doit présenter une requête au président du tribunal de commerce pour solliciter l'ouverture de la procédure. Vous avez des requêtes téléchargeables sur Infogreffe. Vous pouvez consulter les avocats et puis les mandataires ad hoc ou les conciliateurs sont aussi à même de vous aider dans la rédaction de la requête. Donc, la requête, elle est rédigée. Il y a une prise de rendez-vous au tribunal. Donc là, vous êtes sur le 44, vous avez deux tribunaux, Saint-Nazaire et Nantes, qui sont des tribunaux très réactifs sur ce genre de demande et qui sont très bienveillants. Les tribunaux de commerce, on a l'image un peu de sanctions et de procédures de redressement ou de liquidation. Malheureusement, c'est souvent lié à l'inertie d'un dirigeant et lorsque les dirigeants viennent en amont, ils sont très bien reçus par le président du tribunal de commerce qui les écoute. Et j'ai lâché le bandeau au milieu de la page, alors c'est pas facile, je suis désolé, je connais pas. Voilà. Qui les reçoit avec beaucoup de bienveillance, qui écoute l'histoire, les difficultés, les mesures, la stratégie qui sera développée dans le cadre de la procédure et qui rend une ordonnance quasiment le jour même, la plupart du temps, qui permet. Donc l'ordonnance ouvre la procédure et donne mandat au mandataire ad hoc ou au conciliateur d'aller négocier avec les créanciers d'entreprise. Petite précision, mandat ad hoc conciliation, dans la gestion d'entreprise, il n'y a aucun changement. Le dirigeant reste à sa place et le mandataire ad hoc n'est qu'un négociateur. Donc, quel levier on va aller chercher dans la procédure? Donc, on va aller chercher des leviers. Si vous avez des dettes qui sont déjà existantes, notamment, on a parlé de la notion de cessation des paiements depuis moins de 45 jours en conciliation, on va aller mettre en place des échéanciers sur les dettes existantes. On va, s'il y a un besoin de créer un levier de trésorerie, donc on va décaler le paiement de dettes sociales et fiscales, donc dette sociale par patronale uniquement, on paye les parts salariales. Puis, on va ensuite négocier un plan d'appurement, en général sur 24 mois. On va solliciter des banques le maintien des courts termes, donc vos autorisations de découvert. Lorsque vous sortez un bilan dégradé, votre banque peut avoir comme réflexe de dénoncer les autorisations de découvert. Dans le cadre d'une mandat ad hoc, on va les négocier le maintien en expliquant les raisons de la perte de l'exercice précédent et surtout les perspectives à venir. On va négocier avec les banques une suspension des échéances en capital des prêts, donc pour l'avenir, pour vous soulager. On va négocier avec les crédits bailleurs. Alors pour ceux qui sont dans le TP, souvent les machines sont
sont financés en crédit bail, donc on va négocier des minorations de loyer, souvent 80%, donc on paye 20% et on s'exonère de 80% pendant un certain temps. Pour vous soulager toujours, on peut négocier des abandons pour toute partie de créance, mais dans les cas les plus difficiles. Et puis, la grande nouveauté depuis 2021, en conciliation, on peut renégocier le prêt garanti d'État, chose que peu de gens savent. Et donc, on peut le rallonger pour en diminuer les mensualités. Planning de la procédure, dans un monde idéal, le premier mois donc, des désignations, le conciliateur ou le mandataire ad hoc va informer les créanciers qu'on a identifiés, hein, qu'on a bien dit à la carte, qu'on choisit ensemble. Et puis, il va organiser une première réunion avec les établissements bancaires. Donc, on va recevoir des déclarations de créances. On va travailler avec l'expert comptable qui est associé à la procédure et indispensable et qui aura notamment pour mission, lors des réunions bancaires, de présenter les bilans passés pour expliquer l'histoire et les difficultés rencontrées et qui va travailler avec vous sur l'élaboration d'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie. Une première version en l'état, si on ne faisait rien, qui montre qu'il y a une impasse pour sensibiliser le créancier sur le besoin d'aide. Et puis une deuxième version dans laquelle on va imaginer un plan avec des gels et des moratoires et qui va montrer que sous réserve de l'aide des créanciers, l'entreprise a une chance de survie derrière et peut rebondir. Ce plan va être présenté aux établissements financiers et si les banques consentent à geler les financements, parce que la demande auprès des banques, c'est souvent maintien des autorisations de découvert, billets de trésorerie, garanties dans vos métiers, hein, restitution d'acompte, etc. Le gel des prêts pendant 12, 18, 24 mois maximum, et puis un réménagement derrière. Donc, si les banques sont favorables, on va diffuser les demandes de moratoire aux organismes sociaux, fiscaux et fournisseurs. On va négocier, et si on tombe d'accord, on va établir un protocole de conciliation qui sera remis au président du tribunal de commerce à la fin de la mission. Le président du tribunal de commerce constatera qu'un accord a été trouvé avec les principaux créanciers de l'entreprise, que cet accord met fin aux difficultés et l'entreprise reconnaît une vie normale et a passé le cap. Je vous fais un cas concret, ça va être plus parlant d'une entreprise de TP. Dans le TP, il y a un accident de parcours qui est quasi récurrent, qui sont les intempéries, notamment l'hiver, qui parfois peuvent empêcher de produire pendant une période, et puis quand on ne produit pas, on ne facture pas, on n'encaisse pas, et puis on a des charges fixes pour autant à assumer, et le bridge peut ne pas se faire, et donc provoquer une impasse ponctuelle. Donc, on est sur un cas intempérie, absence de production, absence de facturation, avec, je pars d'un cas concret, hein, qui est un dossier qu'on a traité il y a quelques années, une autorisation de découvert à 50 000 € qui est complètement utilisée à fin décembre. Et, pas facile à expliquer, mais il y a une courbe derrière pour vous exposer ça. Donc, fin décembre, on a une autorisation de découvert qui est au maximum à 50 000 €. On a des problématiques d'intempérie, absence de facturation. On a des flux de trésorerie négatifs de 22 000 €. Si on ne fait rien, c'est la ligne jaune. On est en impasse de trésorerie au mois de janvier de 72 000 €. Et quand on poursuit la ligne jaune, donc sur le reste de l'année, on sera en impasse en permanence et l'entreprise est en cessation de paiement. On rentre en conciliation. Dans le cadre de la conciliation, on demande aux banques. Alors, si la souris se balade, c'est le cas, je pense que vous la voyez, la souris. Ouais. Donc, on demande aux banques de geler la part en capital des prêts. Donc, on économise 4 000 €. On décale la part patronale URSSAF, 6 400 €. On décale la Pro BTP. On décale la TVA. On bloque à peu près 20 000 €. Tout ça, ça nous amène à un solde de trésorerie à moins 51 000 €. Bon, pour 50 000 € d'autorisation de découvert, ça se gère hein, avec un petit décalage. On passe le cap. Quand on se met à décaler du social fiscal, quitte à négocier, autant négocier sur des montants confortables. Donc, en général, on décale un trimestre entier. Donc, rebelote, en février, on redécale les banques, on redécale l'URSSAF. Il y a la caisse de congés payés qui vient se présenter, donc on la décale. TVA, idem. Mars, pareil. Et comme février, on va recommencer à produire un peu, donc on va facturer, on va encaisser un peu sur mars. La trésorerie se détend et on voit que donc on repasse dans un solde à moins 36 000 à fin mars, ce qui fait que la difficulté, on est revenu dans nos autorisations de découvert, la difficulté est passée, mais maintenant il va falloir assumer le décalage. Donc pour assumer le décalage,
On va négocier avec la caisse de congés payés du bâtiment un plan d'amortissement du trimestre sur 12 mois pour éviter qu'il y ait des incidents sur la prise en charge des congés de vos salariés. Comme vous payez à l'avance et qu'on reprend les échéances courantes quand on met en place le plan et que la caisse affecte les échéances courantes sur l'arriéré, donc en fait va compenser un peu plus vite la cotisation qui aura été décalée, mais en fait, on n'a pas d'impasse tant qu'on reste dans le délai de 12 mois avec la caisse et ça se passe plutôt bien et ils sont très bienveillants. Voilà. ProBTP, URSSAF, dans le cas concret, on a présenté un plan sur 18 mois qui a été accepté et pour aider au financement de ce plan, on a demandé aux banques de geler les prêts pendant 12 mois. TVA 12 mois aussi, 18 mois aussi. Et on voit la trésorerie donc en bas qui se détend et qui se détend sur 2 années pour revenir positif à certaines périodes. Concrètement, en courbe de trésorerie, voilà ce que ça donne. Courbe rouge, l'entreprise ne fait pas de conciliation. Je rappelle, des couverts autorisés à moins 50 000. Elle ne remonte jamais. Courbe bleue, donc les effets de la procédure de conciliation. On est au taquet à début janvier. On décale du social fiscal en gelant les prêts. C'est ce qui fait remonter la trésorerie assez rapidement sur les 3 premiers mois. On a un mixte de début de remboursement avec le gel du prêt, donc qui nous aide à assumer toute l'année 2016. Il y a toujours un effet un peu conjoncturel dans le TP en début d'année qu'on ressent en trésorerie, mais on reste dans les lignes de trésorerie. Et puis, l'entreprise passe le cap et repart dans une vie normale. Alors, c'est quoi l'intérêt de la procédure? On va dire le premier intérêt, c'est de préserver la clientèle par la confidentialité. Vos fournisseurs ne sont pas informés, vos clients ne sont pas informés. La confidentialité est respectée puisqu'elle est lourdement sanctionnée, elle est prévue dans la loi. Donc, de ce côté-là, ça passe plutôt pas mal. On peut imposer des accords si certains créanciers n'acceptent pas de plan. Donc, avec l'appui du tribunal, on peut leur imposer des délais de paiement sur 2 ans. Les accords ont force exécutoire, protègent les cautions. La conciliation est un motif de rachat d'épargne retraite. Vous avez de l'épargne retraite. Si le rachat vous permet de passer le cap, donc on peut demander à l'organisme qui collecte l'épargne retraite de libérer cette épargne retraite dans le cadre de la procédure pour aider, et donc aussi un remboursement anticipé de certains crédits d'impôt, CIR et le crédit d'impôt investissement en Corse. Mais je pense que ça ne vous concerne pas. Et j'en ai jamais vu. Je ne rentre pas dans les subtilités d'homologation. Pendant toute la période de conciliation, vous êtes protégé. Le tribunal n'a pas le droit d'ouvrir une procédure collective, redressement, liquidation, sur assignation d'un créancier pendant la période de conciliation. Donc, tout le monde est obligé de se mettre autour de la table et le tribunal a l'interdiction d'ouvrir une procédure collective. Donc, il y a une vraie protection. En cas d'échec, en fait, il n'y a pas de conversion automatique en procédure collective. Donc, on est sur une démarche volontaire, ça reste une démarche volontaire, donc c'est au dirigeant de prendre ses responsabilités. On peut continuer à négocier en mandat ad hoc et on peut ouvrir les procédures collectives qui existent. Bon, les signaux qui doivent attirer votre attention, alors c'est des signaux qui ne doivent pas vous précipiter vers une procédure amiable, mais plutôt des signaux qui doivent vous précipiter à faire des tableaux de bord et à faire des prévisionnels de trésorerie pour voir si vous allez vers une impasse ou pas, ou si vous avez une impasse, voir si elle est courte ou pas. Lorsque vous commencez à avoir une difficulté à payer les organismes sociaux, fiscaux ou des fournisseurs, il faut se poser la question. Faire des plans de trésorerie, voir où on va. Lorsque vous avez un bilan forte perte, il y a plusieurs conséquences derrière. La première conséquence, c'est que votre banquier vous lâche et donc dénonce les concours court terme qu'il vous octroie, autorisation de découvert, billets de trésorerie, des garanties dont vous bénéficiez. Mais si vous êtes à l'assurance crédit, vous avez aussi un risque de perte d'assurance crédit avec comme conséquence une perte du délai fournisseur derrière, donc une incidence sur le besoin en fonds de roulement de l'entreprise et donc des tensions de trésorerie s'il faut régler plus rapidement les fournisseurs. Donc ça, il faut l'anticiper. Lorsque je ne sais pas si vous êtes tous concernés par des dettes seniors, lorsque vous avez racheté votre entreprise par une holding, quand il n'y a pas de résultat suffisant sur la société d'exploitation, il faut renégocier l'endettement, le prêt d'acquisition. Lorsque vous avez un procès mal engagé avec un risque important de perte, donc le procès vous donne un peu d'inertie entre le moment où il est engagé et le moment où vous êtes condamné, il peut se passer du temps.
Et donc, il nous arrive d'ouvrir des procédures de conciliation en amont d'une condamnation pour demander aux banques de geler les financements une période pour pouvoir faire face à cette condamnation et pas se retrouver en cessation des paiements lorsque ça tombera. Et d'une manière identique pour, par exemple, un licenciement opéré, notamment un licenciement pour une aptitude qui coûte très cher. Les problématiques de BFR, on les a évoquées tout à l'heure. Dans les accidents de parcours, on trouve le burn-out du dirigeant, qui est assez dramatique puisque souvent le dirigeant burn-out ne s'en rend pas compte tout de suite. Et donc, il n'est plus trop aux affaires, il n'a plus la tête à ça, donc il ne suit pas ses chantiers. Souvent, la conséquence, c'est de faire des pertes et en même temps, il ne fait pas de prospection pour aller chercher de nouveaux clients. Donc, on a deux effets. On a des pertes d'exploitation d'un côté et le trop d'activité à suivre. Donc là, il faut être vigilant sur ce point-là qui est assez qu'on trouve de temps en temps. Licenciement, on en a parlé, des sinistres, des impayés, de la casse qui peut vous mettre en difficulté, les intempéries. Je parle du déménagement, c'est un peu la même conséquence. Alors, ça n'a rien à voir avec un burn-out, mais c'est un peu pareil. Pendant le déménagement, l'entreprise, elle est déstabilisée. Alors, souvent, il y a des coûts qui sont mal anticipés. Elle est déstabilisée dans sa production et dans ce cas-là, elle va faire des pertes d'exploitation. Et puis, les problèmes de prospection, en fait, on a la tête que au déménagement et il y a quand même des lourdes conséquences derrière. On a un contexte Covid avec une mutation accélérée des habitudes, une mutation économique, un passif complémentaire, de l'endettement complémentaire. Et là, on revient un petit peu à ce qu'on expliquait au début, réfléchir au modèle économique, faire des prévisionnels. Et si on voit, aujourd'hui, on ouvre des conciliations sur des entreprises qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros de trésorerie, mais elles se rendent compte que le cash dégagé par l'exploitation n'est pas suffisant pour faire face au PGE notamment. Et donc, on va réaménager l'endettement avec une trésorerie confortable, mais pour justement éviter de perdre la trésorerie à échéance 1 ou 2 ans. Donc, si le cash dégagé par l'exploitation n'est pas suffisant à faire face à son endettement, on va réaménager. Je vous fais un petit focus sur le PGE parce que c'est un sujet qui est relativement d'actualité. Vous avez deux façons de renégocier un PGE selon le montant du PGE. Pour les PGE inférieurs à 50 000 euros, vous avez une procédure qui existe devant la médiation du crédit qui, en accord avec votre banque, peut être saisie donc, par vous après une validation de la banque, après un certain nombre d'éléments fournis par l'expert comptable, et notamment des attestations. Donc, la médiation peut négocier avec vous un réaménagement du PGE avec des délais dans la limite de 2 années supplémentaires pour la plupart des PGE et 4 ans par exception sur certaines activités. En dehors, si le PGE est supérieur à 50 000 euros, il faut se rapprocher d'un représentant de l'État qui, la plupart du temps, oriente vers le tribunal de commerce. Et donc, on passe aux procédures judiciaires donc, qui permettent aussi de réaménager les PGE. Et dans le cadre des procédures judiciaires qui permettent de réaménager le PGE, la conciliation fait partie. Donc, la conciliation, c'est la seule procédure judiciaire qui permet de renégocier un PGE d'une manière confidentielle. Et dans ce cadre-là, l'État maintient sa garantie, quelle que soit la durée du réaménagement. Donc, on n'est pas limité dans le temps. Alors, aujourd'hui, les banques ont décidé de limiter à 4 ans, c'est-à-dire qu'on rallonge de 4 ans le PGE. Donc, le PGE a été fait sur 6 ans, on le passe à 10 ans. Et comme pour la plupart des cas, on l'amortit sur 48 mois aujourd'hui, donc on double la durée d'amortissement. Et on peut y remettre des périodes de franchise. Donc, aujourd'hui, on peut très bien négocier un PGE en disant, bah, écoutez, dans les 12-18 mois à venir, bah, je ne vais toujours pas le payer parce qu'on vit une année 2023 un peu compliquée. Et on doit anticiper ce qui va se passer en fin d'année ou début 2024. Et puis, mon PGE, je recommencerai à le payer dans 18 mois avec un contrat réaménagé de 48 mois complémentaires, ce qui permet de diminuer quasiment par 2 les échéances de remboursement. Alors, comme je ne sais pas à quelle heure on a commencé, mais que ça fait peut-être 30 minutes et que j'ai encore 3 minutes, c'est ça? Mais je ne vous entends pas parce qu'il y a le micro, hein, mais j'ai compris que c'était ça. Ouais, j'avais coupé mon micro. Ouais, c'est un peu plus tard. Alors, j'ai une question pour vous, si vous voulez. Oui. Je vous la lis. Hein. Ouais. Quand on sait que 80% des entreprises en difficulté qui font appel au tribunal de commerce de Nantes sont sauvées par les procédures amiables, comment est-ce qu'on peut faire pour dédramatiser une période de difficulté qui est parfois temporaire pour une entreprise, alors que le chef d'entreprise, il est très inquiet, pour ne pas dire terrorisé, d'être confronté à un tribunal de commerce ou à des juges? Ouais. Alors, je crois que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je vous donne un ressenti de client. Hein.
Alors, c'est juste pour vous dire les effets de la procédure. Nous, on a des clients qui nous ont dit que la procédure, elle nous a mis au pied du mur et elle nous a forcé à réagir. Par contre, le dirigeant qui est, alors je vais être un peu vulgaire, hein, mais le dirigeant qui est dans les emmerdes, il ne fait plus son boulot. Et les difficultés, c'est nous qui allons les gérer. C'est-à-dire que ceux qui ont des huissiers, ceux qui ont des relances d'URSSAF, etc., ou un banquier qui harcèle un petit peu parce que le découvert, il est au taquet ou même dépassé, ben nous, on va prendre le relais sur la négociation, il va être déchargé de ça, il va pouvoir se remettre à négocier, enfin à travailler, pardon. Et la procédure, parce qu'on parle bien de 80% de taux de réussite, hein, mais la procédure, elle ne marchera que si l'entreprise retrouve les clés de la rentabilité. Hein. Alors, comment on peut dédramatiser ces procédures, elles existent, elles sont confidentielles, c'est une démarche volontaire, ce n'est pas une procédure collective, il n'y a pas de sanction particulière. Si jamais il y a une procédure collective derrière, le tribunal appréciera le fait que l'entreprise ait cherché des solutions en amont pour trouver des solutions, mais malheureusement, parfois, on a des conjonctures qui font que ce n'est pas possible. On a dit aussi que ces procédures elles étaient ouvertes aux entreprises qui connaissaient un accident de parcours, donc dédramatiser, c'est se dire que le dirigeant, il n'est pas responsable de ce qui se passe. Là, on est vraiment sur l'accident de parcours et la conciliation ou le mandat ad hoc est un outil pour donner du temps à l'entreprise pour se redresser. On est sur une vie d'entreprise finalement traditionnelle qui va connaître des hauts et des bas en fonction de l'actualité, en fonction de la conjoncture. Ça arrive à tout le monde. On a des clients qui ont pignon sur rue, qui sont connus, qui font la une de la presse et qui sont pour autant en difficulté sans que personne ne le sache. Et tant mieux. Et il ne faut pas louper le coche parce que sinon, derrière, c'est les procédures judiciaires et on sait que dans les métiers du bâtiment, c'est catastrophique. Oui. La publicité, c'est catastrophique. Donc, comment dédramatiser? Voilà, il y a un outil qui existe, tout simplement. Faut savoir que c'est là. C'est pas, c'est pas de la procédure dite judiciaire en tant que telle, hein, c'est de la procédure amiable. Faut pas louper le coche. Oui, puis comme vous l'avez dit, les tribunaux de commerce, en tout cas en Loire-Atlantique, sont très bienveillants. Extrêmement bienveillants, sont adaptés au développement de ces procédures, hein, puisque ces procédures en 10 ans sont fortement développées. Ils se sont adaptés, les dirigeants sont très bien accueillis. On a beaucoup de bienveillance, énormément. Et puis, j'ai envie de dire, une petite tolérance sur la notion de cessation des paiements aussi. Les tribunaux ne sont pas super stricts sur la notion de cessation des paiements. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe et si on peut sauver l'entreprise, on la sauve. D'accord. Je m'engage pas quand je dis ça, mais et puis la notion de cessation des paiements est une notion qui s'interprète, qui peut s'interpréter aussi avec bienveillance. Ouais. Ce que je vous propose, alors j'ai pas d'autres questions très rapidement, puis en 2 minutes. Oui, je vous en prie. Nous qui on est, hein, tout simplement. Donc, l'Ayant Conseil, donc moi j'ai créé mon entreprise en 2009. Alors j'ai un parcours, mon père est administrateur judiciaire, ma mère mandataire de justice, j'ai grandi là-dedans et j'ai vu tout le mal que faisaient les procédures judiciaires et je m'étonnais à l'époque que les procédures amiables ne soient pas du tout utilisées. Faute d'être connu, hein, tout simplement. Donc mon cheval de bataille, ça a été d'évangéliser entre guillemets sur tous les cabinets comptables, hein, puisqu'on est partenaire de l'Ordre des experts comptables Pays de Loire, sur ces procédures. Et puis les démocratiser, parce que si on se remet au-delà de 10 ans, c'était des procédures qui étaient ouvertes à des très grosses entreprises, ça coûtait très cher. Et aujourd'hui, on est capable de faire des entreprises des conciliations pour un artisan tout seul, avec des coûts très modérés. Voilà. Bon, très simplement, donc nous, on est en marge du circuit classique, puisque nous ne sommes pas administrateurs ni mandataires de justice, on ne fait que de la prévention. Et si l'entreprise part en procédure collective, on la perd, hein, tout simplement. J'ai une équipe derrière moi. Bon, des chiffres, on s'en fiche un petit peu. On accompagne un peu plus de 200 sociétés par an en mandat ad hoc. En tout cas sur un certain nombre de départements, mais en tout cas sur le vôtre. Et puis voilà, mais ça, je vous laisserai communiquer après. Merci Guillaume. Je crois qu'on est super pour les 33 minutes. Hein. C'est parfait. Moi, je voulais quand même aussi rappeler une chose. La CAPEB via l'U2P, hein, vous savez, on a la CAPEB, et nous, on a l'U2P, donc qui est le syndicat des syndicats des petites entreprises. On a des représentants aussi au niveau des tribunaux de commerce.
pour vous représenter vous. Et c'est pour ça que ce que vient de dire Guillaume est important, c'est qu'il y a de la bienveillance aussi. C'est qu'on sait que la vie d'une entreprise, c'est aussi de rencontrer des aléas et qu'il faut les dédramatiser, comme vous l'avez très bien dit. Donc, sachez qu'il y a des représentants des entreprises artisanales dans les tribunaux de commerce. Et sachez aussi que si vous rencontrez une difficulté, il ne faut pas hésiter à passer un coup de fil à la CAPEB. Vous demandez tout simplement à parler ou à Jean-Marc Pernaut, le président, ou à Andrea Lemasson, la secrétaire générale. Vous annoncez simplement que vous avez besoin de lui parler pour un sujet confidentiel, personnel. Vous n'avez pas à préciser le motif, ça ne nous regarde pas. Et Andrea et Jean-Marc sauront soit vous rediriger vers les bonnes personnes pour vous aider, vous écouter d'abord, et être là pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas, il ne faut pas rougir, ça arrive à toute entreprise, ça peut arriver à toute entreprise. Donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous mettra en contact avec les bonnes personnes. Ce qui est important, c'est ce qui a été dit, en fait, c'est de ne pas rester seul. Et puis, comme vous êtes tous dans des réseaux et dont la CAPEB, enfin, un syndicat, il faut en parler. Voilà, quand il y a une difficulté, il faut en parler rapidement. Il y a des solutions. Souvent, elles ne sont pas connues. Alors là, on a évoqué les procédures amiables, mais il y a aussi d'autres solutions à tout type de difficultés. Donc, il faut surtout pas s'enfermer. Tout à fait. C'est le bon message à garder en tête. Voilà. Alors déjà, je remercie Guillaume pour le temps accordé. Je vous fais un petit moment de pub. En fait, on prévoit un deuxième 33 minutes bien investi le 27 juin, qui sera en parallèle avec celui-là parce qu'on a décidé d'aborder le principe du calcul du prix de revient et des tableaux de rentabilité. Donc, ça résonne aussi avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Vous recevrez une nouvelle invitation pour ce webinaire-là, pardon, mais je vous dis la date tout de suite, c'est le 27 juin à 14h15 toujours. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Guillaume si vous avez besoin. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Bonne journée à tous. Bien, au revoir.